Top. Ça part. Comme On y va. dit, action. Michel Drucker, bonjour. Bonjour, cher Mathieu Picarette. On est là pour un nouvel épisode de notre format intitulé Passé, présent, futur. L'idée, c'est de se replonger dans la frise chronologique de votre vie. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, ouvrir l'enveloppe qui se trouve devant vous, regarder son contenu et commenter, me dire ce que vous voyez, enfin, en l'occurrence, qui vous voyez. Oh, ça, c'est très, très émouvant. Abraham Drucker, Lola Scheffler, avec Jean, mon frère Jean, avec mon petit frère Jacques, qui a été un grand médecin, et puis moi, le cancre, le dernier. On nous appelait Jeannot, Jackie, Michou. Moi, c'était Michou, mon frère, c'était Jeannot, et au milieu, c'était Jackie. Cette photo, si je ne me trompe pas, elle a été prise en Normandie, plus précisément dans la ville de Vire. C'est là où vos parents se sont installés quand ils sont arrivés en France, parce que ça a été du coup une terre d'accueil pour eux. Ils sont installés après la guerre, en 45-46, après les années sombres. Et c'est la première maison du docteur Abraham Drucker. Et là, vous ne le voyez pas, mais il y a sa plaque de médecin, docteur Drucker, généraliste, accouchement, ce rendez-vous. Et cette plaque, elle est dans mon bureau. Elle ne me quitte pas. Donc ça, c'est dans mon bureau tout le temps, avec la plaque de médecin. C'est très émouvant, cette photo, très. Vous êtes né en Normandie en 1942. En fait, vous avez choisi quasiment le moment où la Seconde Guerre mondiale a éclaté pour naître. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu justement de cette époque dans votre roman familial? L'année 42, mon père vient d'Europe centrale, il vient de l'Empire austro-hongrois, la Roumanie, une partie de la Roumanie qui est maintenant l'Ukraine. Ma maman était viennoise. Voilà, les frontières de l'Europe ont beaucoup changé à cette époque-là, le grand empire austro-hongrois. Et voilà, et moi je suis né donc le 12 septembre 42, pendant que l'Europe grondait. Voilà, c'est une année compliquée, 42. Hein. Et puis ce qui a suivi également. Et puis voilà, on est revenu. Mon père s'est installé en 46 en Normandie, dans cette maison. Il a été le bon docteur Drucker, médecin généraliste, qui voulait que ses enfants soient des numéros 1. Alors on a tout fait pour être des bons. Justement, parler de la Normandie et de votre enfance, c'est pas évoquer des souvenirs qui sont que des bons souvenirs pour vous. On va même regarder et écouter une vidéo d'archives où on voit votre frère Jean qui parle de vous à cette époque. Michel Drucker ne sait pas parler de son métier sans parler de sa famille, en particulier de ses frères qui ont fait des études, qui ont réussi, alors que lui est un petit peu le raté de la famille. Est-ce que c'est un jeu, à votre avis ? Écoutez, je crois, s'agissant de Michel, qui est la personne la plus sincère que je connaisse, que ça n'est pas un jeu du tout, que c'est tout à fait quelque chose que Michel a dû ressentir profondément pendant très longtemps, parce que c'est vrai que Michel travaillait pas très bien en classe, qu'il était encadré par deux frères qui, eux, travaillaient assez bien en classe, et que probablement il a dû traîner ça assez longtemps. Mais je suis sûr, même fort heureusement, que c'est maintenant quelque chose de tout à fait liquidé, qui appartient au passé. Eh ben non. Ben non, c'est pas liquidé. Parce que Jean Ferrat a chanté « Nul ne guérit de son enfance ». Ça va vous paraître, Mathieu, surprenant. Mais ça va faire 60 ans de carrière bientôt, au moment des Jeux Olympiques. Et j'ai toujours demandé à toutes mes équipes ici, toujours le même trac, le même stress que j'avais quand j'étais enfant, parce que j'avais le stress des cancres, encadré, il l'a dit, par deux frères qui travaillaient plus que bien. Jean a fait l'ENA, il était un très grand patron de médias, et mon frère Jacques, le petit Jackie, qui est le papa de Léa Drucker, était interne des hôpitaux, professeur de santé publique, grand épidémiologiste qui est maintenant à la retraite. Et moi, au milieu de tout ça, il a fallu que je me faufile, que j'essaie d'exister, alors que j'étais ce qu'on appelle un autodidacte. Et les autodidactes, eh bien, c'est beaucoup plus compliqué. Et je regretterai toute ma vie de ne pas avoir fait d'études. Toute ma vie. On va avancer dans le temps un petit peu, les années passent. On a le sentiment que le cancre opère sa mue. Vous vous invitez dans le salon des Français.
On vous voit à la télévision en 1964, comme vous l'avez dit, au moment des Jeux paralympiques pour la première fois. J'ai les images aussi. Attendez, on va les regarder, tant qu'à faire. Votre première télévision, en l'occurrence, en 64. Monsieur Berthe, vous êtes le président de la Fédération des handicapés physiques de France. Les représentants français ont obtenu 13 médailles à Tokyo. Je pense que vous êtes satisfait du résultat. Eh bien, je suis très satisfait. Voulez-vous présenter? Vous étiez l'entraîneur de tir à l'arc. De tir à l'arc, monsieur Bossillon est entraîneur de tir à l'arc. Jeux de Tokyo, Jeux de Tokyo, 64. 2024, 60 ans bientôt. Il y a avec les Jeux 60 de ans. Paris. C'était il y a 60 C'est ans. pas banal, ça, je me pince pour le croire. Et pourquoi à ce moment-là, vous décidez de vous orienter vers le journalisme sportif? Pourquoi les sports? Parce que c'est beaucoup plus simple que vous l'imaginez. J'ai terminé mon service à Compiègne, en armée de l'air, et j'ai été muté à Paris, près des Invalides, dans une revue militaire qui s'appelait TAM, Terre, Air, Mer, qui n'existe plus, mais tous les bidasses de l'époque de ma génération s'en souviennent, et c'était à 300 mètres de la rue Cognac-Gay. Et j'allais poster le courrier du colonel dans les années 60, et j'apercevais Catherine Langer, Les Speakerines, Léon Zitrone, Thierry Roland, Guy Lux, toutes les stars de la télévision. Et c'est comme ça que je suis rentré. Est-ce que vous pouvez rappeler à des fins de contexte pour les plus jeunes qui vont nous regarder ce qu'était la rue Cognac-Gay à l'époque? La rue Cognac-Gay, j'y habite toujours, c'est une rue qui a 200 mètres, qui est dans le 7e arrondissement, au bord des quais, pratiquement au pied de la Tour Eiffel. C'est là que tout est parti. C'est un petit immeuble. À vous, Cognac-Gay, ceux de ma génération s'en souviennent. Quand on était en reportage aux quatre coins du monde, ça m'est arrivé souvent, car j'ai commenté 5 Coupes du Monde, on termine en disant « Ici Michel Drucker depuis Stuttgart, depuis Mexico, depuis Rio, à vous Cognac-Gay ». Ça veut dire qu'on rendait l'antenne au studio Cognac-Gay. Tout est parti de là. Si vous venez à Paris un jour, allez voir rue Cognac-Gay, tout est né là. Les pionniers de la télévision, ils ont commencé là. À ce moment-là, vous, c'est quoi? C'est votre passion des sports qui vous oriente vers le J'ai journalisme? toujours aimé le sport. Je voulais être joueur de foot professionnel. Mes idoles, c'était les joueurs de foot de l'époque. Et puis, j'ai eu l'opportunité de faire un stage à Cognac-Gay au service des sports. C'était Raymond Marciac, le grand patron à l'époque. Et là, j'ai rencontré Thierry Roland. Ça vous dit quelque chose, Thierry Roland? Bien sûr. J'ai rencontré Léon Zitrone, j'ai rencontré Robert Chapat, j'ai rencontré Stéphane Collaro, j'ai rencontré Jacques Vendroux, qui débutait lui aussi avec moi. Et tout est parti de là. Et j'ai adoré commenter les matchs. J'ai fait beaucoup de foot, car l'expérience du direct, c'est irremplaçable. Denisot a commencé comme reporter sportif. Pascal Praud, au sport. Jacques Vendroux, au sport. C'est une école extraordinaire. C'est là où on apprend son job. Parce que le direct, c'est irremplaçable. Et le direct, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, avec 12 caméras, des replays, des ralentis, etc. Donc j'ai appris mon métier en commentant en direct. Parce que le direct de sport, on ne sait pas ce qui va se passer. Un match de foot, on ne connaît pas le scénario. Il peut y avoir, dans certaines compétitions, une prolongation, il peut y avoir des tirs au but, enfin c'est très compliqué. Un match de tennis, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et ça, c'était une tension extraordinaire. Et j'ai tout appris là. Et pourtant, le temps avançant, à la fin des années 60, bye bye les sports en quelque sorte, Oui. vous commencez à animer de plus en plus d'émissions de variété. Oui. Pourquoi et comment vous opérez ce virage à 180 degrés? Alors, il y avait une grande productrice qui s'appelait Michel Arnaud, ça vous dit rien? pense, mais il est arrivé aujourd'hui là où il est uniquement parce qu'il a du talent. Comment ça s'est passé la première fois? Pourquoi l'aviez-vous choisi? C'est une histoire absolument insensée. J'étais en train de regarder tout bêtement ma télévision un dimanche après-midi et soudain, je vois passer dans le regard du présentateur, qui était Michel Drucker, une vague inquiétude qui se transforme presque en panique. Et je m'aperçois qu'il disait un texte qui n'avait rien à voir avec l'image. Et alors je me suis dit, eh bien vraiment, ce garçon doit pouvoir dans n'importe quelle circonstance et n'importe où se tirer d'affaire. C'était une chanteuse, mais qui est devenue productrice de télé. Et elle avait comme pianiste Serge Gainsbourg, qui s'appelait encore Gainsbourg, qui était peintre, qui est devenu Gainsbourg. Et un jour, elle me voit à la télévision, au sport, et elle cherchait un jeune pour présenter une émission de variété qui s'appelait Tilt Magazine. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de Tilt Magazine. Elle me convoque. Elle me dit, écoutez, jeune homme,
je vous ai vu. Il me dit, vous savez, le divertissement, c'est pas mon truc, moi c'est plutôt le sport. Il me dit, oui, mais je vous ai vu l'autre jour improviser et je suis sûr que vous pouvez faire ça. Et donc, elle me fait faire des essais, elle me présente Gainsbourg, elle me présente toutes les stars de l'époque qui la connaissaient, car c'est déjà une grande productrice. Et je débute avec elle. Et là, très très vite, j'ai vu que le divertissement allait être mon métier, mais j'ai continué à faire du sport parallèlement à ça. 86, j'ai arrêté. 98 est arrivé. On a tout fait pour me convaincre de revenir en 98. J'ai eu peur de ne pas être à la hauteur. Et je l'ai regretté parce que c'était notre première étoile et on l'a gagné. C'est donc l'un des regrets de Michel Drucker. Lors de cette période que vous évoquiez tout à l'heure, au moment où vous aviez une vie du coup très prise, peut-être même parfois trop prise, dans les années 70, 80, vous travaillez vraiment comme un forçat. Vous avez même déclaré, j'ai lu, jusqu'à l'âge de 50 ans, je ne pensais qu'au travail, je n'étais jamais là, à la maison sous-entendu. Je travaillais 15 heures par jour et n'ai pas pris de vacances pendant 20 ans. Oui. J'ai travaillé jour et nuit, mais la passion ne fatigue pas. Et c'est vrai que les vacances, ce n'est pas mon truc. Même maintenant, quand je suis en vacances, je travaille dans ma tête, je marche, gamberge et je cherche des idées. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Mais pour faire notre métier, je le dis à beaucoup de jeunes qui viennent me voir, je connais 3 générations d'animateurs de télé. La plupart m'ont souvent demandé des conseils. Je n'ai pas de conseils à donner. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est travail, 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 travail. Moi, j'ai fait ça pendant 20 ans. Les stars n'étaient pas là le week-end, moi j'étais là. Elles n'étaient pas là au 15 août, j'étais là. Elles n'étaient pas là à Noël, j'étais là. Elles n'étaient pas là dans les jours fériés, et moi j'étais là. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous n'avez jamais eu d'enfant? Alors moi, c'est une histoire extraordinaire. Moi, je suis marié depuis près de 52 ans. Dans notre métier, c'est les coulisses de l'exploit. Il n'y a pas beaucoup de gens dans notre métier du spectacle, parce qu'on fait aussi du spectacle, de la télé, de la chanson, du cinéma, etc. De la politique, je n'en parle pas. Marié depuis 52 ans. Mais je suis un extraterrestre. Hein. J'ai une femme qui est une sainte. Et eh bien, je n'ai pas vu le temps passer. Et quand j'ai rencontré Dany, qui m'a été présenté par Claude François, on avait le même âge, on était tout jeunes tous les deux, on avait 28 ou 29 ans. Je travaillais comme un fou. Dany Saval, Michel Drucker, vu par sa femme, qui est-il exactement? Qui est-il exactement? Alors, si c'est Michel Marie, c'est comme tout le monde le dit, un garçon très charmant, très gentil, qui, je dois le dire, est un bon mari, bien qu'il ne me donne pas beaucoup de son temps. Et ma femme Dany, dont l'ex-mari était Maurice Jarre, le papa de Jean-Michel Jarre, ben, elle avait une petite fille de 5 ans qui est devenue une très grande décoratrice, qui est Stéphanie Jarre, que je considère comme ma fille, car c'est ma fille, hein, je l'ai adoptée. Elle avait 5 ans, elle en a 52 de plus. Donc, je n'ai pas vu le temps passer, mais j'ai été papa tout de suite, parce que je la considère comme ma fille, elle me considère comme son père, puisqu'elle n'avait pas vu son père pendant des années. Donc voilà, mais je ne sais pas comment les gens d'aujourd'hui, toutes les amies que j'ai dans ce métier, les femmes que je vois travailler, et même mes copains, comment ils font pour travailler autant en réussissant leur vie professionnelle et leur vie personnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des questions qu'on se pose. Comment on arrive à trouver cet équilibre entre la vie pro et la vie perso? Écoutez, une parenthèse. Les femmes qui font ce métier, jamais les femmes ont été aussi présentes, et c'est bien. Elles sont douées, hein. La nouvelle génération, qu'est-ce qu'elles sont douées. Moi, je regarde beaucoup les autres, parce que je me réjouis toujours du succès des autres, puis souvent ils me demandent des conseils. Moi, je suis admiratif devant les femmes qui font notre métier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles sont douées, très très douées. Quand on voit Sonia Mabrouk, quand on voit Apolline de Malherbe, quand on voit Léa Salamé, quand on voit Babette Lemoine, quand on voit toutes ces femmes qui font du talk-show, qui font de la télé, qui font de la radio, comment elles font pour être père de famille, comment elles font pour réussir leur vie de couple, ça pour moi c'est une performance incroyable. Comment ils font? Alors, c'est vrai qu'il y a une concurrence formidable, l'attention est très forte. Il y a les réseaux sociaux qui n'existaient pas quand j'ai commencé. Il y a tout ça, ça va tellement vite, ça va tellement vite. Et puis elles sont pointues, elles sont vraiment très très brillantes. Aurélie Casse, encore une nouvelle génération extraordinaire. Il y a beaucoup. Laurence Ferrari, évidemment. Souvent, elles font de la presse écrite en plus. Donc c'est vraiment... elles ont pris le pouvoir, elles ont de l'ambition, elles ont les moyens de leurs ambitions.
Moi, je leur tire mon chapeau. Mais c'est aussi pareil pour les mecs. Hein. Comment ils font? Comment ils font pour avoir une vie de famille, une vie de couple? Ça va tellement vite, tellement vite. Quand ils font une quotidienne, ils font à 13h, à 20h, des soirées spéciales, souvent de la radio en plus. Vous imaginez? Donc il faut un mental très très fort. Chapeau, parce que nous, il n'y avait pas toute cette concurrence. Il n'y avait pas Médiamétrie, il n'y avait pas les audiences tous les jours, toutes les quarts d'heure. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas la pression de la pub. Il n'y avait pas toute cette concurrence, vous l'avez dit, c'est intéressant parce que à un moment, on a le sentiment, entre les années 70 et les années 90, si je dois citer que quelques émissions qui sont devenues cultes, on peut parler de Champs-Élysées, Star, Studio Gabriel, Vivement Dimanche, avec le lancement de Vivement Dimanche en 98. Ce qui est impressionnant quand on regarde un petit peu dans le rétro, vous étiez vraiment incontournable. C'est là que vous avez acquis votre statut d'ami des stars aussi. Mais pourtant, il y a encore quelques spectateurs qui trouvent le moyen de vous faire des reproches, en quelque sorte. Mais moi, les reproches qu'on m'a toujours fait, trop gentil, trop conciliant, trop bienveillant. Trop consensuel. Trop consensuel. Manque de fantaisie. Oui, oui, absolument. Bon, vous êtes toujours bien habillé, bien coiffé, bien poli, toujours souriant, gentil, toujours enthousiaste, bien convenable. Et vous aimeriez que ce soit différent de temps en temps? Vous manquez un peu de fantaisie, oui, c'est pour vrai, moi. c'est vrai. Hein, c'est vrai. Mais ça, vous le comprenez ou ça vous paraît injuste? Non, non, pas du tout. C'est sans doute vrai. Mais ça me ressemble, parce que j'ai toujours été comme ça. La bienveillance, est-ce que c'est vraiment un défaut? Est-ce que c'est vraiment un défaut? Moi, je ne suis pas du tout dans le registre un petit peu inquisition, questions qui gênent, etc. Parce que ce n'est pas du tout ma nature. Du tout, du tout. Il y en a qui font ça très bien. Hein. Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. On pense à un Ardisson, à un Fogiel. Marc-Olivier, une époque, c'était très pointu. Et ça continue. C'est vrai. Il y a des talk-shows, ils sont beaucoup plus performants que je l'ai été moi. Et moi, moi, si j'avais posé une question de travers, ma mère me téléphonait, me mettait 2 claques. Et pourtant, Mathieu, si vous regardez les années Champs-Élysées, pour quelqu'un de bienveillant, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais Bedos qui balançait. C'était Poiré-Serrault. Gainsbourg et Whitney Houston, je ne reviens pas là-dessus, c'était le scandale du siècle. On connaît les images. Il y avait des proches, il y avait les nuls. Plus tard, Palmade, Danny Boone, Bigard, tous ces humoristes qui allaient fort, évidemment, Laurent Gérard, évidemment Nicolas Canteloup. C'est-à-dire, moi, ce que je ne savais pas faire, il le faisait beaucoup mieux que moi. Mais j'ai toujours aimé avoir des gens qui étaient plus incisifs, à condition, je disais toujours, on dit tout, vous dites ce que vous voulez, mais on évite la grossièreté, la vulgarité. Donc c'est vrai que le reproche qu'on m'a fait, ça a toujours été ça. Trop gentil, trop conciliant, trop bienveillant, trop, voilà. Trop cirant de pompe. C'était sans doute vrai, mais je ne vais pas changer maintenant. Et bien justement, laissons le passé derrière nous. Intéressons-nous à votre présent, justement, à votre vie actuelle. Alors, dans la frise chronologique de votre vie, je fais commencer votre présent au crépuscule des années 2000. C'est le moment où vous fendez un petit peu la carapace et vous laissez un peu plus de place à l'intime. Vous publiez un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Oui, ça c'est mon livre référent, si j'ose dire. C'est la phrase la question que mon père me posait tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais qui n'a pas entendu ça? Qui n'a pas entendu ses parents lui dire un jour, mais qu'est-ce que tu fous? Sauf que ça a eu un écho particulier sur vous. Et pourquoi justement à ce moment-là, donc 2007, le moment où vous publiez le livre est d'ailleurs adapté en téléfilm sur France Télévisions en 2012. Oui, oui. Pourquoi ce titre? Quelle est la signification précise de ce titre? Parce que vous l'avez dit, tout le monde a déjà entendu ça, mais chez vous, il avait une résonance particulière. Enfin, cette phrase avait une résonance particulière. Parce que mon père ne comprenait pas pourquoi je ne faisais pas d'études alors que mes 2 autres frères étaient très brillants. Et mon père ne comprenait pas. Et mes parents, je crois qu'ils ont confondu pendant longtemps la culture et l'intelligence. Et j'ai essayé de leur prouver qu'on peut être sorti des grandes écoles et ne pas connaître la vie. Moi, j'ai appris mon métier dans la vie, j'ai appris la télé grâce à l'INA. Moi, c'est l'image qui m'a ramené à l'écrit. Bref, quand on est autodidacte, quand on ne sait pas ce qu'on va devenir, qu'on a une pression à l'adolescence de sa famille qui vous rend malheureux parce que les bulletins scolaires sont catastrophiques. On essaie
de prouver le contraire. J'ai mis des années. Mon père me disait toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et donc j'ai voulu, même qu'il n'est plus là maintenant, mais j'ai voulu lui prouver quand même que j'ai quand même fait quelque chose qui lui aurait plu. Ma mère m'a vu plus longtemps, elle est partie après, mais voilà. C'est mon grand regret que mes parents n'aient pas vu. Mon père n'a pas vu Champs-Élysées, ma mère n'a pas vu 25 ans de Vivement Dimanche, si elle aurait aimé. Mes parents, ils n'ont pas vu quand je recevais le gratin de la politique sur ce canapé. Ça, ils n'ont pas vu ça. C'est mon grand regret. Et puis, puisque vous parlez des années 2000, il y a 26 ans, j'ai accepté, on a oublié ça, qui était une folie de succéder à Jacques Martin. Pas de remplacer Jacques Martin, parce que Jacques, il était irremplaçable, mais de lui succéder déjà. Je peux vous dire que je n'en menais pas large. La pression est toujours là. Je vais vous dire une chose, cher Mathieu, vous n'allez pas croire, et je vous assure que je suis sincère. Cet entretien-là, j'y pense depuis plusieurs jours, parce que je sais que ça va être vu, écouté par sur les réseaux sociaux, Internet, par beaucoup de téléspectateurs. C'est flatteur. On est entre nous, hein, mais c'est flatteur. J'y pense. Et pour me rassurer, j'ai voulu que ce soit là, chez moi, sur mon canapé, avec mon chien, que j'ai le dimanche avec moi parce qu'il me calme. Hein, c'est un chien qui est d'origine roumaine, comme moi, Beaza. C'est un slave. Donc, j'ai le même stress. Ça, personne ne peut le comprendre. Moi, la veille de mes émissions, si vous mettez une caméra chez moi, ma femme vous dirait, il travaille. Je révise, surtout, vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas de prompteur et je n'ai pas d'oreillette. Je ne suis pas de cette génération. Je n'ai jamais pu regarder une caméra avec le texte. Jamais. Car je n'ai pas été élevé comme ça. Donc, c'est un travail de mémoire. Je n'ai pas d'oreillette non plus. Donc, moi, je travaille beaucoup dans ma tête pour que je sois prêt. J'ai des collaborateurs exceptionnels, notamment Éric Barbet, qui est mon poisson pilote, qui me prépare des petites fiches. Mais je suis obligé de tout intégrer, moi. Je suis obligé de travailler beaucoup. Et bizarrement, les gens qui me voient le dimanche après-midi, certains pensent que j'ai été un bon élève, que j'ai fait de grandes études, et ils pensent que je viens d'arriver. Ma mère me disait quand même un jour, à l'époque de Champs-Élysées, c'était tous les samedis, on a fait ça pendant des années, ma mère m'a dit un jour, tu fais quoi pendant la semaine? Je te vois que le samedi. Tu fais quoi pendant la semaine? Bah maman, je travaille. Ça peut paraître étrange ce que je vous dis. Moi, je vais avoir 82 ans le 12 septembre 2024. Au moment des Jeux Olympiques, juste après les Jeux, ça fera 60 ans d'heures de vol. 60 ans. En réalité, ce qui me motive, vous savez ce que c'est? D'abord la passion. Et la passion ne fatigue pas. Et surtout, mon challenge, à moi, c'est la durée. La durée. Une carrière se juge sur la durée. Moi, quand je fais un bon score d'audience, un très bon score d'audience, ça ne me rassure pas du tout, ça m'inquiète. Vous savez pourquoi? Je vais faire une confidence. Il ne faut jamais faire des scores d'audience trop importants. Parce que si vous faites une audience plus faible le week-end suivant, ah oui, mais il a perdu par rapport à la dernière fois. Une carrière, c'est ça. C'est pas ça. C'est un marathon, pour parler aux sportifs. Voilà. Moi, je suis un ancien coureur cycliste, si je veux dire amateur. C'est une course par étapes. C'est le Tour de France tous les ans. Moi, j'ai entre 30 et 40 Vivement Dimanche par an. C'est entre 30 et 40 étapes du Tour de France. Si vous connaissez un peu le vélo, quand on fait du vélo, souvent on a le vent de face, souvent on a le vent qui pousse, souvent on a des équipiers, parce qu'on ne peut pas faire du vélo tout seul pour gagner une course. C'est un travail d'équipe, mais il faut durer. Le juge de paix, c'est la durée. Charles Aznavour, qui était mon voisin en Provence, qui est mort à 94 ans, je le voyais souvent. Il me disait deux choses. Un, vieillir, évidemment. Devenir vieux, non. Écoutez bien cette phrase. Vieillir, on ne peut pas l'éviter, mais devenir vieux, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et la durée. Des carrières qui durent sont des vraies carrières. Mais pour durer, il faut être régulier. Il ne faut pas être à la mode. Il ne faut pas être l'homme d'une saison, de 2 saisons. Moi, si j'avais été chanteur, j'aurais préféré vendre 50 000 albums pendant 40 ans qu'1 million de disques pendant un été. Faire un tube de l'été, c'est pour ça. Être le chanteur d'un été, être l'acteur d'un film, l'actrice d'un film ou d'une pièce, et un animateur de télé d'une saison ou de 2 saisons, tout s'oublie. Ça s'oublie avec une telle vitesse. Un chanteur qui a duré, Michel Drucker.
Là, pour le coup, dans notre frise chronologique, on est en décembre 2017. C'est le moment où votre ami Johnny Hallyday meurt. J'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut, mon pote. Un des moments les plus durs de ma carrière. Tu aurais pu vivre encore un peu, c'est une chanson de Jean Ferrat. J'étais en direct sur le plateau d'Anne-Sophie Lapix qui m'avait cédé sa place. C'était 2 jours après la mort de Johnny. Et je sais qu'on m'a proposé de rendre hommage à Johnny. J'ai dit, écoutez, on m'a proposé des auteurs, des prompteurs. J'ai dit, ah non, écoutez, moi je vais vous raconter en direct mon Johnny à moi, puisqu'on s'était connus à nos débuts. Tout s'était très bien passé. Il y avait un silence sur le plateau incroyable. La France est encore sous le choc. Hein. C'était Johnny qui venait de mourir. On en parle encore aujourd'hui, et encore pour longtemps. Et là, si ma mémoire est bonne, le dernier extrait de cet hommage, c'était la voix de Laetitia Hallyday qui s'adressait à lui sur des images. C'était très joli. Et subitement, une espèce de flashback très étrange, mais un espèce de flash de 30 secondes, et en 30 secondes, il y a plein d'images de ma relation avec Johnny qui sont passées. Parce qu'on se voyait souvent, on avait une complicité, même s'il n'était pas très bavard, mais on se comprenait. On s'était connus en 64, 65. Et là, subitement, je reprends l'antenne, et là, pour une raison inexpliquée, je sens que ma gorge se noue, et je sens que la dernière phrase ne va pas sortir. La dernière phrase, c'était justement « Johnny, salut Johnny, tu aurais pu vivre encore un peu. Salut mon pote. » Et là, j'ai eu du mal à le sortir. On était en direct complet. Et je n'ai pas pu étouffer ce sanglot. On m'en parle encore aujourd'hui. C'était un moment incroyable. Et c'est vrai que j'ai pensé à lui, j'ai dit, écoute, j'espère que tu étais content de ce que j'ai dit de toi. Quand un grand disparaît, à qui on demande? Très souvent, à moi. Car je suis un petit peu la mémoire de ce métier. L'affaire Depardieu, tout le monde m'a appelé. L'affaire Delon, tout le monde m'a appelé. Quand Johnny est mort, tout le monde m'a appelé. Vous savez ce que je dis à chaque fois? Dites-moi. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit, vous savez pourquoi je vous dis non? Parce que Johnny, qui était mon ami, au moment de l'héritage et tout ça, tout ce feuilleton, ce déballage, Johnny m'aurait dit, Michel, si t'es mon ami, ferme ta gueule. Depardieu m'aurait dit, Drucker, ferme ta gueule. Et Delon me dirait, Michel, si tu m'aimes, ferme ta gueule. Donc je ferme ma gueule. C'est ça l'amitié. On est en 2020, Michel Drucker. Vous avez été hospitalisé pendant près de 3 mois, Oui. vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à votre cœur qui était un peu fragile à ce moment-là, opération du cœur suivie de complications. 2 opérations. Oui, parce qu'après, en mars 2023, on apprend que vous subissez une nouvelle opération Oui. du cœur, toujours. Alors déjà, j'ai envie de vous demander comment vous allez aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir un vestige pittoresque en face de vous? Vous êtes rayonnant. Vous êtes Et rayonnant. si je suis là aujourd'hui encore, c'est parce que j'ai un mental d'acier et que j'ai fait beaucoup de sport. Mais vous savez pourquoi aussi? Parce que mes patrons m'ont soutenu. J'oublierai jamais, moi, que Delphine Ernotte et Stéphane Silbon-Gomez sont venus me voir à l'hôpital. Les hasards de la vie veulent que j'étais dans une chambre à même pas 100 mètres de leur bureau, car s'ils connaissaient un petit peu Paris, l'hôpital Georges Pompidou, jouxte France Télévisions. Le siège de Ils France m'ont dit, Télévisions. Ils m'ont dit quelque chose qui m'a tenu, vraiment, moralement et physiquement. Ils m'ont dit, on va t'attendre. Je vais vous dire, dans le privé, je ne serais plus là. J'avais déjà 78 ans, passé. Un type de 78 ans qui a un grave problème cardiaque, très grave, avec pronostic vital engagé, avec des séquelles neurologiques possibles. Au revoir, 78 ans. On l'a assez vu, Drucker. Bon, déjà, il est vieux, et en plus, il est malade. Au revoir. Vous avez eu peur à un moment? Peur de disparaître. Mais de disparaître ou même, comme vous dites, des complications potentiellement neurologiques, des séquelles? Mais quand Delphine Ernotte et Stéphane Silbon sont venus me voir dans ma chambre, 3 jours avant la première opération, ils me disent, qu'est-ce qui se passe, Michel? Mais je suis là depuis 1 mois, mais je n'ai pas voulu les déranger. Et il y a le professeur Agege qui dirige le service cardiologique de Pompidou qui va arriver. Il ne vous dira pas la vérité, car c'est le secret professionnel, mais moi je vais vous dire ce que j'ai.
Il est arrivé, il les a salués, il dit « Bon, Michel vous expliquera ce qu'il a. » Et je leur ai dit « Voilà, je vais être opéré dans 3 jours, c'est très grave. C'est une bactérie qui est partie partout, qui est partie d'un soin dentaire, qui a contaminé une de mes valves. Et c'est une endocardite infectieuse de la valve mitrale. Et là, on a 20% de chance de s'en sortir. Mais dans ces 20%, s'en sortir, quitter l'hôpital, mais avec des séquelles. Donc vous me voyez, moi, revenir sur mon canapé, dimanche avec des séquelles, c'était impossible. Donc j'ai dit à mes patrons, à la gouvernance de France Télé, c'est fini, je ne reviendrai pas. Dans 3 jours, j'ai une opération gravissime. Et je leur ai dit, si vous voulez garder dimanche, la marque, je peux peut-être vous aider à trouver un remplaçant. Et mes patrons, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, on va t'attendre, Michel. Puis on va t'attendre. Oui, on va t'attendre. Mais je vais peut-être pas revenir, ça va peut-être durer 1 an. Il faut 1 an et demi, 2 ans de se remettre d'une opération du cœur. Quand on a 2, vous imaginez, avec la longueur des anesthésies. Ils m'ont attendu. Moi, je suis un enfant du service public. Et sur 60 ans de carrière, j'en ai passé 55 ans dans le service public. Bien sûr, je pensais que jamais revenir. Jamais. Ce que je fais avec Mathieu, avec vous aujourd'hui, c'était impensable. Impensable parce que je pensais que je perdrais la mémoire. Et si je perds la mémoire, ma carrière s'arrête. Quand on se projette, quand on regarde vers l'avenir et qu'on pense à votre futur, il y a déjà cette grande échéance des Jeux Olympiques de Paris cet été. Je vais faire une apparition avec Léa Salamé parce que mon cardiologue, c'est un bon enchaînement, et mon chirurgien m'ont interdit de faire une quotidienne. Vous êtes privé de JO? Oui, vous savez pourquoi? Parce que ça sera à 23h30 en direct tous les jours, dans une atmosphère un petit peu de grande passion, et le monde entier sera là. Ils m'ont dit quoi? En direct à 23h30? Je suis au lit à 10h, à 23, depuis que j'ai quitté l'hôpital. Peut-être une fois, oui, peut-être 2, mais pas plus. Donc, je ferai la première émission avec Léa Salamé. Hein, voilà, je raconterai mes Jeux de 64. C'est ça. Et peut-être la dernière, la première et la dernière. Quoi qu'il en soit, vous serez là, à un moment ou à des moments. D'une manière ou de l'autre, je serai là. Et donc là, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand même l'histoire de la boucle bouclée. Oui. 64. Oui. On vous voit pour la première fois 64 apparaître et 2024. à la télévision pour les Jeux paralympiques de Tokyo. 2024, les Jeux sont à domicile à Paris. Et vous êtes encore de l'aventure. Il ne faut pas que ça s'arrête. Il ne faut pas que ça s'arrête. Je me disais toujours, partir au top, tant qu'à faire, ou en forme, physiquement et professionnellement. Moi, je viens du sport, donc je sais ce que c'est que disputer un combat de trop, le match de trop, la course de trop. Je ne voulais pas disputer le combat de trop. Donc dans ma tête, je m'étais dit, c'est fini. Et depuis que j'ai fait Hugo Frey l'autre jour, 95 ans, avec 1,3 million de spectateurs et des quarts d'heure à 1,5 million, je dis tiens, on est encore dans le coup. Donc je vais continuer. Et parce que c'est la chanson de Dalida, Mourir sur scène. Et je suis maintenant convaincu, mais je l'étais déjà un petit peu avant de tomber malade, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'arrête, nous. Si je partais maintenant, les gens ne comprendraient pas. Et j'espère ne pas partir trop tard. À moins, évidemment, je ne suis pas propriétaire de mon canapé. Hein, à moins que les patrons un jour me disent, bon, Drucker, on vous a assez vu. Hein, ce n'est pas le cas pour l'instant. Les téléspectateurs me sont fidèles. Ça me touche beaucoup. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Sur scène, parce que je vais revenir sur ça, on n'en a pas parlé, mais j'ai fait 2 spectacles. C'était un enchantement. La fin de mes spectacles et la fin de Vivement Dimanche se terminent souvent par une citation de Victor Hugo qui a été reprise par Claude Lelouch, qui m'a soufflé cette citation. Les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Donc, vive la vie, vivement demain et vivement dimanche. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'était hyper intéressant et moi, en tout cas, très égoïstement, ça m'a permis de réaliser un rêve, à savoir de m'installer sur ces fameux canapés rouges. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était bien que vous soyez là. Ouais, bah c'est mes parents qui vont être fiers et contents, je pense. Voilà. T'as un mot à ajouter, Isia? Non, comme d'habitude. Merci à vous deux. On fera le débriefing à la maison. Merci infiniment à vous deux. C'est moi qui te remercie.